Bonsoir Isabelle, une carrière reconnue dans le cinéma et une carrière plus récente dans le domaine de l'écriture, puisque vous avez commencé il y a 4 ans, mais on y reviendra. J'ai peut-être une question pour vous demander ce que vous inspire ce lieu avant de poursuivre. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour ce retard, mais il paraît que vous avez ici le quart d'heure sartrois. J'ai l'impression qu'il est un peu partout. Je suis bien, quoi. J'ai quand même beaucoup stressé. Je me suis trompée de train. J'ai pris celui qui s'arrêtait à toutes les gares. Donc j'ai demandé un petit verre de rouge pour me détendre un peu. Voilà. Après ça, ça va aller mieux. Mais je suis là. Heureusement, j'ai quand même pris la bonne direction. Alors, nous, on avait parlé d'un petit problème d'intendance. On vous a laissé libre moi, je me dénonce. Voilà, de vous dénoncer. Oui. Alors, revenons peut-être à cet endroit pour savoir ce qu'il vous inspire. Oui, peut-être alors, à commencer par l'acoustique. Alors, l'acoustique est incroyable. Par contre, je me demandais si les gens ne nous voyaient pas mieux si nous étions debout. Oui. Alors, sauf qu'on a un petit problème de retransmission. Alors, il y a 2 soucis. On a 1 heure à tenir debout. Vous avez l'habitude. On a 1 heure à tenir debout. Ensuite, on a 2 caméras qui sont ici, qui sont réglées. Et parce que c'est retransmis. Alors, ceci dit, ça peut passer. Hein, ouais. mais vous de temps en temps, alors je me lèverai pour que les gens du fond puissent nous voir. Excusez-moi, c'est mon habitude d'être... Alors, je vous les juge, on peut commencer comme ça. C'est mon habitude d'être sur scène. J'aime bien que tout le monde, vous savez, quand on joue sur scène comme ça, et on se dit toujours, s'il y a une seule personne qui est touchée par ce qu'on dit, mais alors ça vaut tout l'or du monde. Donc, je pense toujours aux personnes qui sont au fond. Voilà, c'est des formations professionnelles. Alors, va pour debout, moi qui n'ai pas votre expérience, si jamais je commence à flancher, merci d'être attentive à quelques signes comme ça de fléchissement, mais ça devrait marcher. Alors, je reviens à cet endroit. Alors que je trouve magnifique parce que ça ressemble à une cale de bateau. Alors, vous savez que c'était un dortoir, le dortoir des moines ici. Donc, pas forcément l'habitude de ce type de situation où on va faire ensemble connaissance. Alors, vous avez joué une 60aine de films, une 20aine de téléfilms. Même un peu plus, je crois. Je crois que l'autre jour, quelqu'un m'a demandé, donc je ne savais pas répondre. Il a compté. Je pense que c'est aux alentours de 80 déjà. Mais j'ai commencé très jeune. Avec quelques dizaines de pièces aussi, donc ça fait tout ça, pas mal de rôles. Est-ce que vous avez joué un rôle de religieuse une fois dans votre... Oui, absolument. Ouais. Marie Heurtin. Je jouais une sœur qui apprenait la langue des signes dans la main à une petite sourde aveugle. C'était un film magnifique de Jean-Pierre Améris. Et la vie de cloître, la vie monastique, ça aurait été possible pour vous? C'est envisageable, ça? Figurez-vous que j'y ai pensé quand j'étais jeune, parce que j'avais un goût de l'absolu. Et ça, je ne l'ai jamais dit à personne, d'ailleurs. Et j'allais tout le temps voir une sœur d'une église qui était à côté de chez moi, qui essayait aussi de me convaincre. Et j'avais quand même un doute, c'est que j'aimais trop jouer. Voilà, donc non, finalement, j'ai préféré la jouer, cette sœur, que de le vivre. Comme beaucoup de choses, d'ailleurs, dans la vie. Je trouve ça plus sympa, finalement, de le vivre sur scène que de le vivre dans la réalité. Parce qu'on le vit sur scène. On vit les choses sur scène. Marivaux dit, les acteurs font semblant de faire semblant. Ben voilà, finalement, c'était une manière un peu de rentrer dans le jeu des si, si j'avais été monial. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, 3e roman, 4e livre, en seulement 4 ans. Alors, qu'est-ce que cache cette frénésie littéraire? Vous êtes en train de changer de vie ou vous rattrapez le temps perdu? Alors, Les Rêveurs, donc mon premier roman, j'ai mis 30 ans quand même à l'écrire. Je l'écrivais dans ma tête, j'écrivais puis des chapitres, puis je les rangeais, et puis je n'arrêtais pas d'arrêter. Et puis à un moment, je me suis inscrite dans un atelier d'écriture organisé par Philippe Dian chez Gallimard. Et là, ce que j'ai retrouvé, en fait, c'est l'écriture au quotidien qui m'a permis d'aller au bout. Et puis ensuite, j'ai mis donc 3 ans à l'écrire quand même. Puis 2 ans et demi pour écrire le deuxième, du côté des Indiens. Et 2 ans et demi pour celui-ci, Le Jeu des si. Mais Le Jeu des si, ça faisait 20 ans que j'y pensais. En fait, je peux peut-être raconter le début de l'histoire. C'est aussi une histoire de transport, puisque j'étais en train de tourner un film en Allemagne. C'est un film de Cédric Kahn qui s'appelle L'Avion, qui est un film pour enfants, avec Vincent Lindon. Et du coup, je faisais beaucoup d'allers-retours en Allemagne.
Et comme je suis une piètre organisatrice, comme vous avez pu le constater, j'oubliais toujours de commander mon taxi. Et du coup, je faisais la queue. Et je voyais toujours ces pancartes avec un nom écrit, voilà, qui était assez attrayant. Et j'ai imaginé plusieurs fois quitter la queue des taxis et dire oui, c'est moi, à ce nom qui n'était pas le mien, évidemment. Mais l'idée, c'était de ne pas dire au bout de 5 minutes, non, écoutez, pardon, je vous ai menti, amenez-moi chez moi. Non, de voir jusqu'où ça me conduirait. Jusqu'où me conduirait de prendre ce nom d'emprunt, cette identité qui n'était pas la mienne. Et c'est un peu ce que je fais en fait quand je joue. Tout simplement, j'ai été Claire Poussin dans Ce souvenir des belles choses. J'ai été Hortense de la Villardière dans La dégustation. Et combien d'autres noms encore. Fois, vous avez été psychotique, vous avez été alcoolique, virtuose, tout, femme adultère, etc. Donc vous avez vécu des dizaines et des dizaines de vies. Vous adorez jouer des histoires. Qu'est-ce qui vous a donné envie tout à coup d'en raconter également? Vous n'avez pas assez de vie, vécu assez de vie dans votre carrière? C'est très agréable de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et dans les mots d'une autre personne, d'essayer de rentrer dans cet univers qui n'est pas le mien. Et de faire semblant. Mais à un moment, j'avais besoin de dire mes mots à moi, de trouver ma langue, et de pas seulement avoir à charge la trajectoire d'un personnage, mais de tous les personnages et d'un décor et d'une lumière, enfin de rentrer dans mon histoire. Voilà, il était temps. J'ai repoussé beaucoup cet instant-là parce que j'ai un complexe de légitimité que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. On a tous le désir, voilà, de s'exprimer, mais de quel droit finalement ? De quel droit se mettre à écrire alors que voilà, j'ai joué des auteurs aussi écrasants que Shakespeare, Tchekhov, Molière, Lars Noren, Martin Krimp, là bientôt. Quand vous jouez des auteurs comme ceux-là, c'est difficile de prétendre à écrire votre petite bafouille, vous aussi. Mais je crois que ce qui est important, c'est de ne pas se comparer et puis de faire ce qu'on a à faire. Et donc, vous parlez des auteurs que vous avez joués, mais ceux que vous lisez, vous êtes quelle lectrice? C'est quoi votre panthéon? Puisque tant qu'on y est, on peut aussi mais là, dans mon sac que j'ai laissé là, à l'entrée, j'ai 3 livres. Voilà, j'ai toujours 3 livres dans mon sac, pour au cas où j'en finirai un trop vite, et puis que j'hésiterai sur le prochain à lire. Des fois, c'est plus même. Les livres, pour moi, c'est des doudous livres. Ils me rassurent, ils m'accompagnent depuis que je suis adolescente. Je les glisse près de mon oreiller, au cas où un peu de leur savoir infuserait en moi pendant la nuit, on ne sait jamais. C'est des compagnons, en fait, et c'est des guides. Je parle beaucoup de phrases bijoux. Je préfère qu'on m'offre une jolie phrase qu'un bijou. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais si on devait vous demander quelques noms comme ça à la volée d'auteurs un peu fétiches ou d'autrices. J'aime bien les auteurs qui se sont faits un peu tout seuls, peut-être parce que je me dis, voilà, ils m'enlèvent un peu de ce problème de légitimité. Je pense à Richard Brotigan, je pense à Lucia Berlin, Manuel à l'usage des femmes de ménage, qui est magnifique. Que je vous conseille vivement, plein de petites nouvelles qui sont d'après sa vie. Elle a eu 1000 vies, elle aussi, mais là pour de vrai, pas en jouant, pour de vrai. Je pense à Joyce Carol Oates, je pense à Carson McCullers. Tout le monde prend des notes parce que c'est pas forcément des auteurs. Mais j'aime aussi Giono, oui. Jean Giono, avec son merveilleux, et le titre est déjà une fin en soi, Que ma joie demeure. J'ai eu la chance de le jouer au cinéma avec Le Hussard sur le toit, donc j'avais tout lu à l'époque. Voilà, et j'aime le relire aussi, mais j'aime aussi beaucoup Tchekhov. On pense beaucoup au théâtre de Tchekhov, mais il faut lire aussi ses nouvelles. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'animer des ateliers d'écriture à Sciences Politiques, et l'intitulé de mon cours c'était « De la lecture à l'écriture ». Et je me suis rendu compte qu'ils avaient du mal à lire parce qu'ils avaient tellement de choses à faire avec leurs études. Alors je me suis plongée sur un livre qui s'appelle « 100 chefs-d'œuvre » qu'on lit en 1h30 ou une journée, ou voilà, très court. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, je pourrais parler de Lettre au père de Kafka, je pourrais parler du Silence de John DeLillo, je pourrais parler du Fusil de chasse de Inoue. Voilà,
Bon, je peux en parler merci. pendant des heures. De toute façon, c'est enregistré, donc si on n'a pas pris de notes, on pourra se replonger dans tout ça. On est toujours d'accord, on reste debout, on s'assoit un peu. Vous me dites quand vous avez une faiblesse. Mais ça va. Mais si, moi, c'est vous qui commandez. Moi, je suis increvable. Bon, ça va. Alors je continue. J'ai pas beaucoup le choix. Donc revenons à l'autrice que vous êtes. Vous dites plutôt autrice ou auteur? Autrice, j'aime bien parce qu'il y a juste une lettre de différence avec actrice. Alors c'est pas mal. Donc autrice. On va adopter ça pour ce soir. On va parler d'autrice. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, votre histoire, c'est l'histoire d'Emma, alias Elisabeth au début. C'est une professionnelle de l'événementiel qui s'en va depuis la Côte d'Azur un week-end amoureux et finalement son amoureux n'est pas là pour l'attendre. Elle prend le taxi dont vous avez parlé tout à l'heure et elle usurpe une identité, celle d'Emma Auster. Vous l'avez dit, c'est une idée qui vous est passée à travers la tête, mais vous n'avez pas osé cette transgression. Vous vous êtes contenté de la rêver, cette transgression. C'est quoi la différence entre le rêve et la réalité dans ce cas-là? C'est une magnifique question, merci. Eh bien pour moi, je dis bien pour moi parce que j'ai bien conscience que c'est pas ce qu'on est censé penser, mais pour moi les rêves sont aussi précieux que la réalité. En fait, je l'ai vécu cette histoire, même si je l'ai seulement écrite, je l'ai vécue. Pour mon premier roman, par exemple, je voulais retourner dans l'appartement de mon enfance. C'était un appartement en location. Et un jour, nous avons déménagé. La porte s'est refermée pour toujours. Et j'ai tellement le regret de cet endroit où j'ai grandi. Alors, je me suis dit, je vais l'écrire. Et je suis retournée dans l'appartement, en fait, vraiment comme si je marchais dans le couloir, comme si je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine. J'y suis retournée dans les pages du livre. De la même manière, quand je suis sur scène et que je joue une histoire, je vous disais tout à l'heure, je la vis en fait. C'est pas moins important que la vie, c'est pas moins fort que la vie, c'est pas une sous-vie, c'est pas moins présent pour moi dans mes souvenirs que la vie même. Alors finalement, l'histoire d'Emma, c'est l'histoire d'un choix très impulsif, pas du tout raisonné, pas du tout anticipé, mais c'est l'histoire d'un choix. Ma grand-mère disait « ta vie, c'est tes choix ». Est-ce que vous seriez d'accord avec cette formule d'une paysanne des Mauges? Je suis complètement d'accord, mais c'est d'autant plus vertigineux. On aimerait ne pas choisir, on aimerait aller à droite et à gauche. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et ce qui est terrible, c'est la façon dont nos choix nous donne parfois le sentiment de nous réduire. Et c'est pour ça que j'aime tellement et je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire ce métier. C'est que j'ai l'impression que je m'agrandis à chaque fois que je rentre dans la peau d'un personnage. De la même manière avec l'écriture. Je pense que la création, en fait, qu'on soit spectateur ou acteur, nous aide à ça. Nous aide à accepter qu'on ait fait des choix qui nous donnent ce sentiment de réduction, quoi. Et quand on est dans la salle et que le rideau se lève, ou quand on lit un livre, tout à coup, on s'ouvre, quoi. On s'ouvre à tout ce qu'on n'a pas vécu. Il y a une phrase de Baricot que j'aime beaucoup, que j'ai citée dans le livre, qui dit « S'il est vrai qu'on ne réalise en une vie qu'une partie de ce que l'on a en soi, qu'advient-il du reste ?» Et bien en fait, ce livre, dans le jeu des si, je m'occupe du reste. Voilà, des choix qu'on n'a pas faits, des routes qu'on n'a pas prises, de la contre-allée, quoi. Mais c'est ça que finalement pose comme question votre livre. Peut-on devenir l'auteur de sa propre existence? C'est une question qu'on se pose tous, alors peut-être pas formulée de cette manière-là, mais vous l'avez dit, c'est vertigineux puisqu'on est pétri par le doute à chaque fois qu'on a une décision à prendre. Vous parlez de ces carrefours qu'il faut prendre à gauche ou à droite. Est-ce qu'on est toujours sûr d'avoir fait le bon choix? Est-ce que c'est grave de ne pas l'avoir forcément fait? Il y a une pièce qui a un petit peu répondu à cette question, en fait, que je me posais et qu'on se pose tous, évidemment. En dehors de questions encore plus vertigineuses, peut-être que la providence, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? D'ailleurs, il y a un restaurant-bar qui ne s'appelle pas pour rien la Providence dans mon histoire. Oui, je veux croire à ça, à la Providence. Mais il y a une pièce, donc, que j'étais en train de terminer les épreuves, si bien nommées, de mon jeu des si, que j'ai envoyé à Grasset. Et là-dessus, j'ai un coup de téléphone d'un metteur en scène, ami, qui me dit
2 actrices m'ont fait faux bond l'une après l'autre. Je dois répéter dans 15 jours une pièce de Max Frisch qui s'appelle Biographie, un jeu. Et c'est une pièce que je connais très bien puisque je l'avais vue il y a 20 ans et j'avais toujours rêvé de la jouer. Est-ce que tu as le temps, m'a-t-il dit, de prendre au débeauté ce rôle? Et j'ai dit non, j'ai pas le temps, mais je vais le faire. Parce qu'elle répondait exactement à toutes ces questions. C'est une pièce en fait qui pose, c'est un autre jeu que mon jeu Desi. Le jeu c'est, et si vous deviez changer un élément de votre biographie et toutes les implications qui suivraient. Et Max Frisch dit finalement, ce personnage essaye, effectivement, quand il était plus jeune, il a blessé un de ses camarades dans la cour de l'école avec une boule de neige et le camarade a été éborgné. Donc ça, oui, bien sûr, il voudrait changer ça. Et puis il le revisite, donc grâce à ce jeu théâtral, et il se rend compte que non, parce qu'il y avait telle ou telle implication après dont il avait besoin pour sa biographie, même si c'est cruel pour son camarade. Et puis, voilà, après son mariage, Antoinette, mon personnage, il voudrait vraiment ne pas m'avoir rencontrée. Je l'ai très bien pris. Je ne me suis pas vexée. J'ai joué ce rôle et finalement, non, il se rend compte que cette Antoinette, sa biographie sans Antoinette n'était pas possible non plus. Donc, ce que dit la pièce, c'est que même les moments un peu douloureux de nos vies, les choix qu'on regrette, les décisions qu'on a prises à contre-cœur, même ça, finalement, elles étaient peut-être nécessaires, elles nous ont fondés. Elles nous ont fondés et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette douleur-là, ce choix douloureux-là, il n'y aurait pas eu ça après et ça ensuite, etc. Voilà, on est fait de ça aussi et ces choix, finalement, nous ressemblent. C'est ce que dit aussi la pièce, on ne pourrait pas changer, on peut pas changer ce qu'on est et du coup, ces choix qu'on a faits, même si on les conteste, nous ressemblent. Alors en l'occurrence, Elisabeth Emma, votre personnage, fait le choix quand même un peu gonflé d'usurper une identité, de s'immiscer dans une famille qui ne l'attendait pas elle, de disparaître de ses proches. Alors ce choix, pour vous, c'est du courage, de la lâcheté parce qu'elle veut fuir sa vie, de l'égoïsme, voire une certaine cruauté. Au Japon, ça existe, ça s'appelle le joatsu. Il y a 80 000 personnes qui disparaissent chaque année volontairement pour radicalement changer de vie. Mais on se dit que... 150 000, oui. 150 000, c'est donc, incroyable. Voilà, c'est un phénomène là-bas, mais qui est dû à la société, en fait, parce qu'il y a tellement de pression. Les gens qui veulent disparaître là-bas, donc font leur onige, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou onige. J'aurais dû me renseigner sur la façon de le prononcer, pardon. Et il y a des déménageurs spécialisés qui vous déménagent le soir là-bas au Japon et qui sont chargés d'effacer vos traces. D'effacer vos traces et de vous reconstruire une vie ailleurs. Et s'il y a autant de personnes qui sont tentées par cette chose étrange-là, c'est parce que après un divorce ou après des échecs scolaires ou après... Il faut faire face à la pression de la société qui est énorme. Dieu merci, nous n'avons pas cette pression-là ici. Alors, mais est-ce que, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que ce choix pour le personnage? Je pense que c'est aussi le désir d'une seconde chance. Elle dit qu'elle est presque heureuse dans sa vie, presque. Elle s'interroge, qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'est pas tout à fait? Et est-ce que c'est possible un bonheur sans tache? Un ciel uniformément bleu, est-ce que c'est réaliste et même souhaitable? Voilà, c'est les questions qu'elle se pose. Moi, personnellement, ce que je me dis, oui, c'est que, pour parler à la place du personnage, ce que je trouve, c'est qu'on devrait quand même, oui, mince, avoir droit à faire des brouillons, quoi. C'est terrible de ne pas avoir droit aux brouillons dans notre vie. Je trouve ça... chaque choix nous engage, chaque décision, c'est difficile de revenir en arrière. Bon, parfois, quand même, on peut, mais la plupart des décisions importantes, non. Et je trouve qu'on devrait avoir quand même, je trouve ça un peu gonflé, qu'on n'ait pas, injuste, qu'on n'ait pas le droit à faire des brouillons. En tout cas décevant. Ça, je vous suis sur un plan théorique, mais quand il s'agit de mettre la vie des autres aussi en jeu, finalement, parce que le jeu des six, c'est aussi changer les règles du jeu pour soi, mais avec un impact immanquablement sur les autres. En l'occurrence, pour Emma, elle n'a pas d'enfant quand même. Bon, ça va. Oui, ça interroge effectivement sur la liberté, sur le champ des possibles. Et c'est pour ça qu'au milieu du roman se produit une déchirure. Parce que, en fait, j'étais en effet en train d'écrire
cette liberté possible, ou en tout cas qu'on peut interroger. Et voilà que nous nous sommes tous retrouvés enfermés. Alors en termes de choix, là on était bien. Là on n'avait plus le choix qu'à une chose, c'est à cocher une phrase sur cette autorisation que nous devions nous signer à nous-mêmes. Nous étions le seul pays au monde à faire ça quand même, à se signer des autorisations à nous-mêmes et à sortir avec un passeport pour aller chercher des pots de yaourt quand même. Pour aller faire ses courses, il fallait un passeport, cette autorisation à laisser passer. Bon, c'était quand même assez curieux. Et du coup, moi qui parlais dans cette fiction de liberté, je trouvais ça tellement étonnant d'écrire là-dessus et de nous retrouver enfermés que je n'ai pu faire qu'une chose, c'est de l'inclure dans mon récit. Après, je vous rassure, on retrouve la trajectoire d'Emma, mais effectivement, il y a cette déchirure qui, je pense, en surprendra quelques-uns au milieu du roman, qui m'a surprise moi-même. Oui, oui, je vous confirme, c'est une singularité. On y reviendra sur cette histoire de confinement, mais vous avez au passage parlé d'Emma qui n'avait pas d'enfant, qui ne peut d'ailleurs pas en avoir, et sans révéler l'histoire, on peut quand même dire que cette Emma devient nounou dans une famille de 2 enfants, une nounou et aussi une photographe. Et c'est de ça dont je voulais vous faire parler, parce que fatalement, ça fait penser à Viviane Maier, cette fameuse nounou new-yorkaise qui a accédé à la notoriété et au succès à titre posthume, et qui a notamment bénéficié d'une exposition formidable à Paris récemment. Là. Donc Viviane Maier, photographe, nounou. Il y a une leçon à tirer de cette cruauté de la reconnaissance posthume. C'est un peu carpe diem, finalement, votre bouquin, votre histoire. Oui, c'est vrai, ce que j'admire énormément, c'est un personnage, Viviane Maier, s'il y en a qui ne la connaissent pas. Je vous encourage à regarder un documentaire magnifique qui est sorti il y a des années de ça. Maintenant, je suis très heureuse, effectivement, qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Mais j'avais vu le documentaire il y a vraiment quelques années qui s'appelle « À la recherche de Viviane Maier » et qui raconte cette histoire incroyable d'un homme qui a acheté sur le net des cartons de photos non développées, qui les a développées, il ne connaissait pas le nom, c'était signé Viviane Maier, mais personne ne connaissait cet artiste-là. Il a juste acheté des cartons. D'ailleurs, c'est le début d'un roman. Pourquoi acheter ces cartons? C'est étonnant. Et il avait envie de surprise. Il ne s'est pas loupé, puisqu'il est tombé sur toutes ces photos. Et en fait, Viviane Maier, effectivement, elle était nounou. Pourquoi elle était nounou? Parce que ce qui lui plaisait, évidemment, c'était de faire des photos, mais elle faisait des photos de rue. Donc, promener les enfants en poussette lui permettait toute la journée, lui permettait de faire ses photos de rue. Elle a essayé de montrer son travail 2 fois, et les 2 fois, elle s'est pris une porte. À ce moment-là, elle a décidé que c'était pas grave, et j'admire beaucoup ça aussi. Je veux dire, à une époque où tout doit être rentabilisé, où on ne parle que succès, exposition, où tout devient un produit dérivé de tout, elle s'est dit non, moi je vais juste continuer pour moi, à tel point qu'elle n'a même pas développé le quart du tiers de toutes ces photos qu'elle a prises. Ce qui comptait pour elle, c'était le déclic. C'était juste le moment, l'instant présent, de voir des choses et de se dire, bon, je les ai enregistrées, je n'ai même pas besoin de les développer en fait. Et je n'ai pas besoin non plus de l'aval d'une galerie. Il me suffit de faire les choses pour ce qu'elles sont, pour soi-même, quoi. Et ça, je trouve ça très beau, très très beau. Et donc, effectivement, elle a trouvé sa place dans ce jeu des si. Alors on comprend pourquoi, à la fois l'injustice et puis finalement l'acceptation de cette forme de fatalité. Effectivement, on comprend bien pourquoi c'est un carburant de votre écriture. Alors est-ce que la photographie elle-même est un carburant pour vous? Je ne sais pas du tout si c'est un art qui vous intéresse à titre personnel. Vous avez fait de la danse, de la comédie, de la chanson, de l'écriture, on est là pour ça ce soir. La photographie, je ne sais pas. En fait, j'aurais adoré être photographe, mais ce que je fais, c'est que je le dis à un moment dans l'histoire, j'ai un appareil photo dans la tête. Quand je me balade, je ne sais pas si vous faites ça, vous, mais moi, j'enregistre tout. Et quand il y a, par exemple, j'aime beaucoup aussi pour ça Viviane Maier, parce qu'elle photographiait énormément les enfants. Et les enfants pauvres, les enfants en détresse, les enfants qui pleurent dans la rue, les enfants enfermés dans les voitures, qui attendent leurs parents. Elle photographiait beaucoup ça. Et c'est ce que je fais aussi. Moi, je suis très touchée par tout ce qui touche le monde de l'enfance. Voilà. Et donc, j'ai pas le talent
il me suffit, moi, je suis un peu à la manière de Viviane Meyer, je vais même pas jusqu'au bout, je fais même pas le déclic, je le fais dans ma tête. Mais j'aurais aimé être photographe et je connais très mal la photo, mais je l'ai connue un peu grâce à un metteur en scène qui m'a fait découvrir ce monde au moment de Anna M, qui est un film qui est un peu mon joker de méchante. C'est le seul film où je joue entre guillemets une méchante. Sinon, j'ai joué des gens plutôt sympathiques et ça me va bien comme ça. Mais jamais d'infanticide, je vous ai entendu dire. Ah oui, non, ça je peux pas. On m'a proposé 2-3 fois de jouer ça sur les enfants, mais je peux pas. Ce monstre si humain, voilà, c'était ça un peu le sujet de tous ces films qu'on m'a proposé, infanticides ou alors des gens violents. J'ai du mal avec ça parce que oui, d'accord, il y a de l'humanité chez tout monstre, mais non, il y a un moment, il y a aussi des limites à ne pas franchir, surtout quand il s'agit de l'enfance. Alors revenons à la photo, parce qu'une photo, vous en avez fait au moins une, vous ne pouvez pas nous dire le contraire, puisque c'est la photo du bandeau de couverture, et on vous voit en autoportrait devant un miroir. Oui, je n'avais pas terminé ma phrase, pardon. Ah pardon, allez-y. C'était par rapport à Michel Spinoza, donc ce metteur en scène qui m'a fait jouer Anna M dans ce rôle de méchante. Et lui, il m'a fait découvrir plein de photographes. Francesca Woodman, Elina Broserus, surtout des femmes d'ailleurs. Et j'ai Cindy Sherman. Et j'ai adoré découvrir ça. Et ça m'a énormément inspirée pour ce personnage délicat que je devais jouer, Anna M. Alors, je reviens à cet autoportrait. Oui, pardon. Mais je vous en prie. Je ne sais pas s'il faut y voir ou il faut y chercher une clé de votre roman, mais oui. J'ai l'impression que cette photo, ça vaut aussi bien pour la construction de votre livre, un peu poupée russe, 3 parties, et puis ça vaut aussi peut-être pour vous, puisqu'on ne sait jamais, on y reviendra aussi, quelle est la part de réalité et de fiction dans ce que vous donnez à lire. J'aime que la frontière soit fine et qu'on ne sache plus où on est. Voilà, il y a des moments où on peut avoir le sentiment que c'est la réalité, pas du tout. Il y a des moments où on est dans la fiction et en fait c'est la réalité. J'aime brouiller ces pistes-là. Peut-être parce que c'est à l'image de mon métier de comédienne. Moi, quand je joue sur scène, j'ai un rêve. Que le spectateur se dise mais c'est pas possible, c'est une fiction, c'est pas elle qui l'a écrit, mais elle doit l'avoir vécu pour que ça sonne aussi vrai. Alors je dis pas que j'y arrive, mais c'est ce que je vise chaque soir. Et Annie Ernaux, que j'aime tellement, parle pour ça de vérité sensible. Et c'est vrai que quand on touche à une vérité sensible, que ça soit en jouant ou en écrivant, on réveille quelque chose, je pense, chez l'autre. Ça interpelle, et ça nous parle à l'oreille. C'est c'est intime, c'est proche, quoi. Et c'est évidemment ces rencontres-là qui m'intéressent. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs le cinéma, le théâtre au cinéma. C'est parce que y a ce contact-là. Alors là, vous y réussissez particulièrement bien à inclure le réel ou ce qu'on se figure être le réel dans la fiction. Il y a quand même un moment qui est assez clair, vous en avez parlé, c'est le confinement. Au milieu du bouquin, tout d'un coup, ce confinement qui arrive, qui nous fait percevoir une narratrice qui vous ressemble, qui est comédienne, ou en tout cas on peut se dire qu'elle vous ressemble, mais on ne sait jamais vraiment où est la réalité de la fiction. Moi, je veux revenir sur cette histoire de confinement parce que c'est particulièrement original dans la construction de votre bouquin d'arriver comme ça en plein milieu de nulle part sur une réalité qu'on a tous vécue. Et donc, pourquoi avoir absolument tenu à l'inclure dans votre écriture ? Je vous ai un peu donné la réponse tout à l'heure. À ça, je pourrais ajouter autre chose. C'est que c'était tellement irréel, ce confinement. On était tellement dans un film d'anticipation que je n'arrivais plus à prolonger ma fiction à moi. Si vous voulez, c'était comme une fiction qui s'ajoutait à ma fiction. Donc j'avais besoin de prendre en compte ça, on peut appeler ça cette réalité irréelle, complètement dingue, prendre appui là-dessus, ne pas la mettre sous le tapis, pour pouvoir repartir dans ma fiction à moi.
Alors, vous dites aussi dans ce livre, enfin, vous faites dire à un de vos personnages, Emma, c'est moi. En tout cas, elle répond, c'est moi, au chauffeur de taxi. Alors, immanquablement, ça nous fait penser à la fameuse formule de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Il paraît que c'est une formule bidon, d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave. Non, je me suis renseignée. Moi aussi, mais on n'a pas les mêmes sources, alors. Mais c'est pas grave, parce qu'elle est tellement devenue... Il ne l'a pas écrite, mais il l'a dite. Et la vraie formule, c'est Emma Bovary, c'est moi, d'après moi. Voilà. Et il l'a dite devant témoins et ça a été rapporté, voilà, mais il ne l'a pas écrite. Bon, de toute façon, je m'incline, c'est comme rester debout. Je ne veux pas entrer dans un débat avec vous là-dessus. C'est une belle phrase, de toute façon. C'est une phrase magnifique, mais ça m'amène, et désolé pour cette question un peu cliché, mais vous lancez tellement de leurres ou d'indices dans votre écriture que ça donne presque envie de jouer au jeu de la vérité. Alors, je vous rassure, on va rester sur des terrains très discrets. Un petit coup de rouge, alors. Mais voilà, allez-y. Non, mais on va commencer soft. Saint-Malo, où se déroule le confinement. Vous avez un lien avec cet endroit? Non. Bon, voilà. Alors, là, je connais la réponse, moi. Le Pays Basque, où se déroule la plupart de l'histoire. Voilà. Ben, le Pays Basque, ça oui, alors. C'est un endroit que j'ai découvert. J'ai pas de famille là-bas, je connaissais personne là-bas. Mais je suis tombée amoureuse de ce pays. Peut-être parce que c'est un pays, justement, et surtout parce qu'il y a une identité là-bas qui est très forte. C'est-à-dire que l'architecture est singulière. Il y a ces maisons rouges qui me font penser à la maison de mon enfance, qui était toute rouge aussi. Il y a cette nourriture qui est plus espagnole que française. Il y a cette langue qui a su être préservée. Je trouve que tous ces endroits, sans faire de régionalisme, mais dès qu'on arrive à quand même je suis pas anti-mondialiste, c'est pas ça, mais qu'on arrive à garder notre identité, notre culture, sans avoir peur des mélanges, mais voilà, que ça soit justement un échange fort et durable. Je trouve ça merveilleux. Et j'ai le sentiment, quand j'arrive là-bas, d'arriver quelque part. Je ne suis pas n'importe où, je suis quelque part. Bon, faut dire que vous n'avez pas choisi le pire endroit du monde. Quand on rajoute qu'il y a la mer, la montagne, la campagne, c'est vrai qu'il y a une identité très forte. Mais il y a beaucoup de pluie. Ils me le disent, il faut dire qu'il y a beaucoup de pluie. Pour ne pas être envahi. Oui, c'est la même chose en Bretagne. Tiens, à propos de Bretagne et de pluie, justement, Nantes, d'où est originaire la mère de la narratrice. Vous avez un lien avec cette ville? Non. Non plus. Et la mère de la narratrice, faussement joyeuse, un peu babe? Alors, ma mère a ses côtés un peu, comment je pourrais dire, fantasques. Mais non, elle ne ressemble pas, elle ne fait pas de stage de yoga à l'étranger. Elle marche pas pieds nus dans des sandales, même en hiver. Non, elle est très différente. Elle a un côté un peu aussi... Comme ça, j'avais souvent l'impression que ma mère était un ballon qu'il fallait que j'essaye de faire avec un peu trop d'éther, qu'il fallait que je tire pour qu'elle revienne au sol. Donc si on veut savoir plus, c'est pas dans ce roman Le Jeu des Six, mais c'est plutôt dans Les Rêveurs qu'on en connaîtra probablement un peu plus sur votre famille. Mon jeu de la vérité s'arrête là, vous voyez, c'était assez soft. C'était gentil. Et je reviens sur votre écriture, et notamment sur votre goût pour les citations, parce que ça, c'est une signature presque, je pense, qu'on peut vous attribuer. Alors des citations qui sont aussi bien du registre de la comptine populaire, j'ai descendu dans mon jardin, de la chanson française, rêver d'un impossible rêve, ça parle à tout le monde, ou de Kundera. Je connaissais pas cette citation, qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux, je la trouve magnifique. Et donc ce goût pour les citations, on l'a vu perler aussi à vos réponses là ce soir, c'est vraiment important. Ben c'est ma vie, c'est les mots, c'est le plaisir des mots, c'est ne plus se sentir seul pour moi. Dès que je tombe, j'appelle ça les phrases bijoux, donc dès que je tombe sur une phrase comme ça, je me dis, voilà quelqu'un qui a trouvé exactement la façon dont j'aurais aimé le dire, mais en mieux. Et alors je me sens moins seule, je me dis, bon, ben, on ressent la même chose, tous, finalement. Et c'est pour ça que j'aime tant lire, et surtout dans des moments d'ailleurs comme celui que nous traversons, qui n'est pas un moment simple. On a quand même eu plusieurs tsunamis dans la figure, ces confinements, ce Covid qui continue, cette guerre qui nous concerne, puisqu'elle est quand même à nos portes et qu'elle a des impacts sur nos vies. Et dans ces cas-là, je me dis, mais c'est étrange, je trouve cette désaffection. Maintenant, ça repart un peu, Dieu merci, mais des affections des librairies ou des affections des théâtres ou des cinémas.
Parce qu'il me semble que c'est l'inverse, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est l'inverse. Quand je suis anxieuse, bien sûr que j'ai envie de me connecter aux informations et d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Je n'ai pas envie d'être dans ma tour d'ivoire et de me couper de cette réalité-là. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et surtout, les livres me consolent, me donnent le sentiment de prendre un peu de distance, m'allègent dans les moments qui sont trop anxiogènes. Et encore une fois, me font me sentir moins seule. Et puis, quand on lit des auteurs, des récits, des choses comme ça, c'est vrai que ça vous donne... vous avez le sentiment d'être un peu plus intelligent et d'avoir du coup une compréhension plus profonde des choses qui nous arrivent et qui sont quand même des choses pas simples à gérer. Oui, mais ces citations, vous n'allez pas forcément les chercher chez les grands auteurs. On sent que vous avez des points d'appui qui vous viennent comme ça et qui peuvent être du quotidien finalement. Ben, on est fait des autres. Je crois qu'on est fait des autres. Il y a parfois dans des conversations toutes simples avec des gens autour de vous, peut-être la boulangère ou des gens qui vous disent des mots qui vous aident. Parfois c'est une petite phrase comme ça qui peut faire tilt. Pas forcément, non, effectivement, d'un grand auteur. Ça peut être de quelqu'un qui juste partage son expérience et cette expérience vous éclaire. Mais il y a des déclics comme ça, on connaît tous, ça a un mot qui fait mouche, quoi. Et ces moments-là sont tellement précieux parce qu'ils vous font gagner du temps. Alors c'est juste, mais nous on se dépêche quand ça nous arrive, cet éclairage soudain, de les écrire sur un petit carnet ou sur son téléphone. Il me semble que vous les avez en tête. Vous êtes hypermnésique, c'est une déformation professionnelle? Alors je l'étais, mais je le suis de moins en moins. Là j'ai eu du mal à apprendre mon texte, La campagne de Martin Krimp, que je vais jouer au théâtre de Sartrouville au mois de novembre, mais on a fait une première session de répétition et j'ai vu que j'avais plus de mal à apprendre qu'à d'habitude. Oui, c'est vrai que d'habitude j'apprends très vite et surtout, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai moins de barrettes de mémoire de disponibles, parce qu'en fait, tous les textes que j'ai appris, ils restent. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Pas de vidange. Il n'y a pas de vidange, oui. Ouais. Alors du coup, je dois manquer de place, là. Il faudrait que je fasse un petit nettoyage. Mais je peux, par exemple, la première pièce que j'ai jouée, non, c'est pas la première pièce, mais disons le premier rôle important, l'école des femmes. Allez, j'essaye. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que, si sur ce point, la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue. Ne voulant point céder, ni recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. J'avais 20 ans. Bravo, ça marche encore. Moi qui n'ai pas la même capacité ni le même talent que vous, je n'ai joué que Godot dans ma vie, une pièce où il n'apparaît pas. Alors ? Pas du tout, il a juste une phrase et je m'en souviens même pas. Effectivement. Par contre, je sais que vous c'est Isabelle Carré, c'est ça. Non, dernièrement, j'ai dû aussi jouer pour un rôle. J'ai dû faire une visite en chinois dans un quart de touriste. C'est un film qui va sortir le 24 août. Si mes souvenirs sont. Alors, j'ai pas la mémoire des chiffres. Le 24 août, ça s'appelle La dérive des continents. Et là, je devais faire une visite dans un quart pour des Chinois. Alors, attendez, je vais essayer. China de Yokuman, Wan Shanghai. 我很高兴，希望能陪同大家一起游览加拿大。我们想一起探索一个其他旅行团，成为上大家展示过的地方，看不见的城市。离开之前，我相信大家在一起的感受一下这个城市的味道。Ah, vous vous attendiez pas à ça, hein, qu'on vous fasse la visite de Catane en chinois. Xie xie, ça veut dire merci en chinois, mais je m'arrête là.
Alors ça va être difficile de redescendre sur Terre après ça, puisque je voulais vous faire parler un petit peu de ce qui m'a semblé être des moments de réflexion dans votre bouquin, justement pendant cette période de confinement, sur un certain nombre de sujets plus ou moins graves, votre métier d'actrice peut-être, des sentiments comme la jalousie, etc. Mais est-ce que je me trompe ou ça a été un moment pour vous d'introspection, ce confinement? Je pense un peu comme nous tous, mais la phrase de Kundera est tout à fait ce que j'ai ressenti. Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. Puisque nous étions enfermés, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé mes fantasmes et mes pensées divaguer. Et là, j'ai essayé de surtout pas les juger, ce qu'on devrait faire toujours d'ailleurs, de laisser le champ libre à mes pensées. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes dans cette deuxième partie. Il y a même des scènes sexuelles. Je vous laisse découvrir. Avec un petit sourire en coin. Oui, parce que je vais en parler quand même un petit peu. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est important pour moi en tout cas. J'avais lu un article de Virginie Despentes qui disait qu'il serait peut-être temps qu'on réinvente des scènes de sexe parce que nous vivons tous un peu sur le fantasme depuis des siècles et encore aujourd'hui sur des fantasmes masculins finalement. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réinventer un peu ces scènes de sexe et réinventer d'autres fantasmes? Oui. Une femme allongée qu'un homme embrasse et là, elle se réveille et réveille son désir. Une femme emprisonnée dans une tour, ses cheveux pendent jusqu'au sol et un homme monte et la sauve. Une femme dans l'Antiquité grecque regorge de ça, de femmes qu'on rapte, qu'on emmène prisonnières sur son cheval et même qu'on emporte dans le ciel quand on est Dieu et qui s'en trouvent bien contentes. Ok, mais il y a peut-être aussi d'autres choses. Il y a peut-être d'autres choses à écrire. Donc je m'y suis un petit peu collée, modestement, avec beaucoup de peur, parce que je pense que c'est comme les scènes d'amour. Une fois qu'on a dit « je t'aime », c'est difficile de réinventer des mots. Il y a une chanson de Bertrand Belin que j'aime beaucoup qui dit « je voudrais te dire des choses nouvelles ». Quand on aime, on aimerait tellement pouvoir redire sa flamme en inventant des choses nouvelles. Et voilà, et c'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans ces scènes-là. Et ça marche très bien. Et je m'en veux un petit peu parce que je les ai pas lus à cet éclairage un peu militant. Et c'est forcément un sujet sur lequel je voulais venir. Donc c'est intéressant que vous en parliez, en particulier de Virginie Despentes, parce que je sais que ce sujet de l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet que vous portez. On vous a vu récemment à la présidence des Molières tout de suite intervenir pour parler de MeToo Théâtre. Donc je veux bien qu'on évoque ce sujet-là. C'est un sujet dans l'air du temps, mais pas seulement dans l'air du temps. C'est un sujet important. Oui, c'est une chance. Je pense que c'est une chance parce que comment aimer sans réciprocité? C'est une phrase, pardon, je vais encore citer, c'est mon côté schtroumpf à lunettes, encore une fois, pardon, je vais citer Rainer Maria Rilke, qui disait dans L'être à un jeune poète que c'était une chance pour les rapports hommes-femmes, pour l'amour, qui est enfin possible. Il parlait de son siècle à lui, puisque l'homme est maintenant et la femme d'égal à égal, ce qui n'était pas le cas auparavant. La réciprocité, la liberté d'échange de paroles est enfin possible. L'homme et la femme étant au même niveau. Peut-être que l'amour, tout simplement, pardon d'employer les grands mots, mais est enfin possible, puisque la condition de l'amour, c'est quand même ça, c'est quand même cette réciprocité. Alors, très intéressant, parce que justement, ce qu'on entend le plus généralement à propos de ce sujet de l'égalité femmes-hommes, ça n'envoie pas du rêve, en particulier quand il s'agit de sujets graves comme les violences sexistes et sexuelles, dont on est abondé en ce moment sur la constitution du gouvernement, par exemple. Enfin, systématiquement dans la presse, c'est cet aspect-là des choses important, hein, parce que 94 000 femmes sont victimes de viols chaque année par an, un enfant sur 6 est victime d'inceste. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est un fléau. 2 enfants par classe. 2 enfants par classe, moi je les vois dans la classe. Quand on a cette image dans la tête, on se dit c'est pas possible. Et effectivement, c'est très important de dénoncer.
et d'en parler. Mais c'est très important aussi de se dire que c'est une chance. Parce qu'on va pouvoir construire encore d'autres choses. Certains parlent de réinventer, on peut encore... Et c'est quand même fou de se dire que la notion du consentement, qu'on en parle de cette notion du consentement depuis si peu d'années. Annie Ernaux, pardon, je la cite encore, quand elle a écrit Mémoire de fille, je pense à soulever ça, la première. On parle beaucoup de Vanessa Springora et du titre du livre, le consentement, et puis après Camille Kouchner et tous les récits qui ont suivi, si importants. Mais je pense que ça vient de la première à avoir vraiment posé cette question-là de cette façon-là. C'était Annie Ernaux avec Mémoire de fille. Puisqu'elle racontait un récit autobiographique d'elle, jeune fille, lors d'un camp qui est une sorte de camp de scout où un homme, un moniteur, l'a séduite et où elle-même n'a pas conscience qu'il s'agit, j'ose pas comme elle puisqu'elle n'emploie pas employer le mot viol, mais que c'était une zone grise très étrange où son consentement effectivement n'est pas du tout interrogé. Alors, ce qui est intéressant dans votre récit, dans votre approche, c'est que vous essayez de positiver cette question et cet enjeu dont on voit bien qu'il est de plus en plus important. Certaines et certains parlent de révolution amoureuse et finalement expliquer que ce sujet peut révolutionner l'organisation de notre société ou l'organisation des rapports entre les êtres, c'est assez fondamental. Et je sais que depuis que vous êtes toute petite, vous êtes nourrie par ce besoin de justice et d'égalité, non ? J'ai mis du temps à réaliser que la place de la femme était encore... il y avait encore du chemin à faire. J'ai mis du temps. Je me souviens, la première fois que j'ai lu Le deuxième sexe, de Beauvoir, et après j'avais enchaîné, je devais avoir une trentaine d'années, j'avais enchaîné avec un livre très intéressant de son nom va m'échapper, Lou Andréas Salomé, voilà, qui s'appelait Eros, je crois, qui était un livre très intéressant sur les questions de la féminité, la place de la femme. Et puis après d'autres livres qui ont suivi, effectivement plus tard Virginie Despentes. Mais je pense que c'est une question qui doit tous nous passionner en fait, et que toutes les jeunes femmes se posent. Je suis très confiante parce que je vais vous reparler de cet atelier d'écriture à Sciences Politiques. J'ai fait faire un exercice, ça c'était vraiment très égoïste. Je leur proposais plein de sujets d'écriture en lien avec les ouvrages que je leur faisais lire. Je leur ai fait lire Passion simple d'Annie Ernaux et je leur ai demandé d'écrire une petite nouvelle sur l'Incipit qui est « L'année dernière, je n'ai fait qu'attendre un homme ». Ils m'ont écrit une très belle nouvelle là-dessus et ça m'a donné une autre idée. C'était d'écrire une nouvelle en 2 parties, une rencontre dans un bar ou dans un restaurant, une rencontre un peu de drague, une rencontre amoureuse entre un homme et une femme, ou 2 femmes ou 2 hommes, voilà, mais avec un sentiment soit de désir sexuel, soit d'amour, pré-MeToo et post-MeToo. Et ils m'ont écrit ça, et c'était complètement intégré. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas du tout les mêmes schémas que notre génération. Donc voilà, je suis très confiante pour ça parce que je vois que pour eux, c'est simple, c'est naturel. La question du consentement, elle est complètement évidente pour eux. Merci. Il y a un autre sujet qui vous intéresse, en tout cas sur lequel vous prenez des positions publiques, c'est l'environnement. Je veux bien qu'on en parle un petit peu. Alors, le jeu des 6, c'est pas à proprement parler un roman écologique, hein, mais il y a la nature quand même. Il y a la nature. En tout cas, il y a l'absence totale du milieu urbain. On est à la mer, on est dans le Pays Basque qu'on a décrit tout à l'heure, donc forcément, on sent une espèce d'attachement pour notamment la ruralité. Donc, c'est important pour vous tout ça. Ben, comme toute Parisienne qui se respecte, je rêve de changer de vie et je rêve de nature. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on le sait, pendant le confinement, qui ont décidé d'aller vivre ailleurs que dans les grandes villes, et je les comprends. Même si on a vu au moment des Gilets jaunes que c'était pas si simple
de vivre à la campagne et d'être tributaire de sa voiture et des hausses des prix d'essence, etc. Mais il y a une chose de certaine, c'est que quand on vit en ville, on a tout le temps une façade en face de soi. Et je pense que c'est pour ça que les Parisiens sont... Il y avait une pub à un moment donné, sont si désagréables. Il y avait une pub à un moment donné qui disait « Le Parisien, il faut mieux l'avoir en journal ». C'est tellement vrai. Mais je pense que c'est d'avoir toujours ces façades. Vous n'avez jamais le champ libre, la vue libre. Vous êtes borné, quoi. Votre vue est bornée et vous devenez borné vous-même. Donc ce que j'ai voulu avec ce livre, c'est vraiment, alors là, voir le paysage en scope, quoi. Moi qui ne pouvais pas le voir, qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis transportée dans les montagnes du Pays Basque. Alors ça se ressent très bien, très fort, comme parfois vos prises de position, puisque en l'occurrence, vous n'hésitez pas à utiliser votre notoriété pour signer des tribunes, faire des adresses au président de la République. C'est le minimum que je peux faire. J'aimerais tellement faire plus. Et vraiment, quand on me dit « mais vous êtes militante », mais pas du tout. Les militants, c'est ceux qui sont matin, midi, soir sur le terrain. Et vraiment, je les trouve admirables, quoi. Ils ont tout lâché pour faire ça. Je pense à ces jeunes d'AgroParisTech qui ont décidé de faire les choses autrement. Je vois une dame qui dit oui, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, ces jeunes. Ils ont été au bout de leur cursus et ils sont venus là pour dire mais non, mais on peut faire autrement, je vous assure, et suivez-nous et allons-y. Donc avec un effet d'entraînement, puisque vous avez parlé de Sciences Po. Sciences Po, ça commence à arriver, de même que dans l'ensemble des grandes écoles. Oui, moi je pense que dans l'avenir, on va voir cette jeunesse faire des miracles, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. Et à nous aussi d'essayer, même si on peut parfois avoir le sentiment que c'est tard, qu'on ne peut pas changer nos habitudes. Si, bien sûr, il n'est jamais trop tard. Et voilà, je soutiens une association qui s'appelle Surfrider. Alors on croit que c'est que pour les surfeurs, mais non, c'est pas du tout que pour les surfeurs, contrairement à ce qu'indique le nom. C'est des gens qui essayent par du lobbying, par même des associations qui vont nettoyer les plages, et chacun peut le faire. Voilà, essayer de faire en sorte que la mer soit un peu moins polluée. Donc nous tous qui aimons aller au bord de la mer et on dit que le poumon de notre planète c'est les forêts, c'est l'Amazonie, mais c'est surtout la mer. Et là on voit bien que les eaux se réchauffent si dangereusement que il faut absolument à chacun son. Ça sert à rien de se culpabiliser, mais à chacun à faire une petite chose. Voilà, c'est avec des gouttes d'eau, disait Mère Teresa, qu'on arrive à changer le monde. Alors, ces prises de position, elles sont plutôt saluées sur les réseaux sociaux, bon, forcément taclées aussi. Moi, je les ai pas. Alors, justement, c'est bien de ça dont je voulais qu'on parle, parce que vous n'êtes pas sur Twitter, pas sur Facebook, pas sur Instagram. Pour quelle raison ? C'est vraiment, alors moi je suis d'une autre génération et alors là ça me passionne pas, je suis reconnaissante pour les gens qui postent des choses intéressantes et qui les font partager aux autres et voilà, mais je me sens si loin de ça. Moi je me dis que ça prend tellement de temps. C'est si chronophage, comme les séries d'ailleurs télévisées. On est avide de ça. Aujourd'hui, peut-être que la créativité est la plus importante dans ces registres-là, dans les séries, sans doute. Mais j'aime tellement lire. Et donc le temps que j'ai, le peu de temps que j'ai, c'est en lisant et en écrivant. C'est à un moment il faut choisir. Donc moi je choisis le temps du roman. En fait, c'est pas le temps des Twitter c'est si rapide et on peut rien approfondir en fait. Et alors qu'en lisant, en prenant le temps d'un livre et d'une lecture, oui, beaucoup qui vous demande 300, 400, 500 pages, mais là on a le temps de s'enrichir bien autrement qu'avec des petits condensés de choses zappées, quoi. Bon, petit à petit, on continue de rassembler des éléments du puzzle et à faire votre portrait. Et puis, on arrive presque au terme déjà de cet entretien. 2 ou 3 questions pour terminer. D'abord, sur peut-être un choix cornélien entre actrice et autrice. On se sent plus libre en tant qu'actrice ou en tant qu'autrice ? Autrice.
autrice parce que quand je suis actrice, moi je suis dirigée. On me met des marques au cinéma, on doit regarder à certains endroits par rapport à la caméra. J'ai un texte que je... Alors j'adore être au service des auteurs, j'adore être au service... J'aime énormément mon métier, mais c'est vrai que quand j'écris, j'ai l'impression d'avoir un espèce d'immense... une bulle de liberté immense autour de moi et tout est possible. Et par rapport à l'écriture scénaristique aussi, j'ai choisi l'écriture romanesque parce que c'est le temps du roman, là aussi, j'ai le temps. Je vous disais tout à l'heure que j'avais voulu retourner dans l'appartement de mon enfance. Je peux décrire des endroits autant que je veux. Je ne pourrais pas, dans un scénario, ça tiendra en 3 phrases. Et puis un producteur ne va pas me dire ah ben non, 300 figurants c'est trop, il faut que tu coupes. Cette ellipse là, elle est un peu trop violente. Non, ça marche pas. Cette déchirure dans le roman, on peut pas le faire ça à l'écran, ou alors ça va être compliqué. Comment l'amener? Et votre éditeur, enfin votre éditrice, extraordinaire. En l'occurrence, vous n'avez pas ce type d'échange avec votre éditrice? Eh bien, Juliette Jost, j'ai vraiment une chance extraordinaire d'être avec elle. Vous devez connaître, et bien sûr, tout ce qu'elle nous a amené. Je pense à Gaëlle Faye, Petit pays. Je pense à Laetitia Colombani, La Tresse. Voilà, elle a révélé beaucoup d'auteurs importants aujourd'hui. Elle travaille aussi avec Virginie Despentes, elle travaille avec des gens vraiment passionnants. Voilà, j'ai cette chance d'être dans cette maison merveilleuse qu'est Grasset. Et c'était ma crainte au départ. C'est pour ça que quand j'ai écrit Les Rêveurs, je voulais le ranger dans mon placard et qu'on n'en parle plus. Et quand je l'ai rencontré, j'ai pas voulu lui donner tout de suite parce que j'avais si peur de ça, justement, d'être là aussi dirigée comme je le suis quand je suis comédienne. Et là, non, là, je voulais que ça soit mon espace de liberté. Mais avec Juliette Jost, pour répondre à votre question, on a des échanges, bien sûr. Les Rêveurs, je l'avais appelé la partie émergée de l'iceberg. Elle m'a dit, oh, c'est un titre un peu compliqué. Elle m'a proposé Les Rêveurs, j'ai pris, évidemment. Elle m'a demandé à plusieurs reprises des coupes. Bon, j'en ai fait quelques-unes, et puis d'autres, non, je me suis dit non, ça c'est trop important. La boussole, c'est quand ça fait souffrir, et quand la modification n'est pas possible. C'est ça la boussole. Mais après ça, elle m'écoute, elle me dit ok, c'est ton livre, c'est ton écriture. Il y a une immense liberté, je ne pensais pas à ce point-là. Et aussi, par rapport à ce qu'on écrit, au contenu, sur scène ou au cinéma, aujourd'hui, il faut faire des comédies. Des comédies au théâtre, des comédies, parce que je comprends, on a besoin de s'alléger. Mais du coup, j'ai le sentiment que c'est dans la littérature qu'on a cette place, qu'on a encore la possibilité d'écrire des choses, oui, qui peuvent être sombres, mais aussi émouvantes. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi, de cette émotion-là, qui est différente, qui n'est pas qu'une émotion légère, qui fait du bien, certes, mais en littérature, parce que c'est moins cher à produire, on a encore la possibilité d'étendre et d'aller vers le drame. Il y a des grands succès. Il y a des grands succès de livres qui sont très durs. Je pense au dernier livre « S'adapter », par exemple, de Clara Dupont-Mono, qui n'est pas un sujet facile. Mais heureusement qu'il y a des endroits où on peut parler de choses aussi importantes que ça. Alors le président Lemener en a parlé au début, c'est-à-dire votre palmarès, il est très important. César de meilleur espoir féminin, prix Romy Schneider, prix Gérard Philippe, César de la meilleure actrice, Molière à 2 reprises. Donc qu'est-ce qui vous manque, une Palme d'Or ou un Goncourt? Vous ne pouvez en choisir qu'un. Vous savez, les prix, oui, ça fait du bien à l'ego, ça rassure. Sur la question de la légitimité, par moments, ça vous aide à oublier cette question-là qui pollue et qui fait douter et qui vous empêche de faire. Mais c'est tellement pas le plus important. Le plus important, c'est un rôle qui va vous apporter une ouverture d'esprit sur un sujet. Je pense à la langue des signes, je pense à ces films que j'ai pu faire avec des migrants, à Catane, en Sicile dernièrement, ou à Calais, à
avec Jean-Pierre Améris, ou le film Oli Lola, où tout à coup je me retrouve dans ces orphelinats de Phnom Penh. Ça, c'est bouleversant, ça, c'est important, ça vous change une vie. Les prix, c'est très... Ça peut être un piège aussi. Je pense que, pour avoir été donc présidente des Molières, que je voyais dans la salle, et cette attente, elle est bouleversante, cette attente de tous les acteurs, de tous les metteurs en scène, qui attendent, oui, qu'on leur dise qu'ils ont bien fait. Mais est-ce que ce n'est pas des petits-enfants à l'intérieur de nous qui attendons encore la médaille et qui cherchons à ce qu'on nous dise c'est bon, continue, etc. On devrait trouver ces ressources-là en nous-mêmes, puisque il s'agit de passion, donc on ne devrait pas avoir besoin de cette essence-là pour continuer avec notre petite voiture, le chemin. Bon, on note que votre modestie vous interdit de choisir entre Goncourt et Palme d'Or. Allez, pour terminer, si vous voulez bien, un jeu des si, après tout, entre nous, très rapide. Hein. Si vous étiez un disque. Ah ouais, voilà, vous aurez dû me donner ça. Ben oui, mais voilà, mais c'est pas grave. Si ça marche pas, on passe au suivant. Si vous étiez un disque, aïe. Björk. Okay. J'adore Björk parce qu'elle est tellement bizarre et tout, et du coup je trouve que ça nous aide à être un peu singulier, nous aussi. Super. On se sent un peu moins bizarre quand on l'écoute. Si vous étiez un sport. La dernière fois que j'ai couru, c'était derrière le bus. C'est une réponse. Une drogue. Une drogue, la Seine. Un plat. Les gâteaux au chocolat. Un paysage, j'en ai plus que 2. La mer, où qu'elle soit. Et une autre femme. Une autre femme une autre femme. Ah là là, c'est dur. Emma Auster, allez. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Carré. Merci. Il faut que je vous fasse un aveu. Je me suis un peu dégonflé. Ah bon ? Parce qu'après une autre femme, j'avais prévu de vous demander, soit de mémoire, soit en reprenant le texte, je l'avais en support, peut-être de passer un casting, puisque j'ai appris que pour passer nombreux de castings, encore récemment... La lettre de Rosalie à David dans César et Rosalie. Et je me suis dit que dans un dortoir de moine, ou un ex-dortoir de moine, la lecture de cette lettre pouvait être un bon moment. Je la connais. Vous la connaissez. C'est une maison qu'on avait oubliée, car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent s'est levé lundi et je suis contente. Et je t'écris ma 5e lettre et je m'attends à ton 5e silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête et je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es. Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marita a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté 2 robes, une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire, on se demande pourquoi tout à coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai, je n'ai rien acheté, mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune ou l'oubli. David, César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans le vouloir. J'ai l'impression que le casting est réussi. Bravo Isabelle. Vous me prenez ? Vous me prenez ? J'ai l'impression. Alors vous savez, c'est drôle parce que vous me demandiez ça, parce que j'étais hier à la Cinémathèque.
Si vous avez le temps, je crois que ça se termine là très vite, mais si ou certains l'ont vu, l'exposition sur Romy Schneider, elle est magnifique. Ah, j'étais tellement émue de voir cette exposition. Ce qui me bouleverse, je suis très émue en disant cette lettre après avoir vu l'exposition, parce que ce qui me bouleverse chez cette actrice, c'est le don d'elle-même, mais c'est énorme. Cette émotion qu'elle livrait comme ça et qu'elle n'avait pas peur de livrer, c'est comme si elle donnait tout à chaque fois. Et moi, j'ai une reconnaissance pour les acteurs qui sont capables de cette générosité-là. Et elle était vraiment tout en haut, unique pour ça, quoi. Moi, vraiment, j'ai le sentiment de ne pas lui arriver à la cheville, tellement ce qu'elle était, c'était vibrant et à chaque fois. Et alors, vous voyez ces lettres, dans l'exposition, ces lettres qu'elle écrit au metteur en scène en disant, elle écrivait, elle glissait, ça je le sais par Tavernier, qui m'avait montré ces lettres, elle glissait sous la porte tous les soirs des lettres, en disant, pardon, là, j'ai pas tout à fait réussi, mais vraiment, je ferai mieux demain. Ce qui compte, c'est ce personnage, je le sens, je vais y arriver. Je voudrais tellement que tu sois content. Elle aimait beaucoup interagir avec ses réalisateurs, très impliquée, Romy Schneider. Son engagement est extraordinaire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle nous a tellement marqués et qu'on est si fou d'elle quand on la voit jouer et qu'on est si reconnaissant, c'est qu'elle donnait vraiment tout ce qu'elle pouvait et plus encore. Et c'est elle qui vous a donné envie de faire ce métier, je crois. Mais on va laisser peut-être à la salle le soin de vous poser quelques questions. C'est à vous, mesdames, messieurs. Vous inquiétez pas, hein, j'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien. Je vous comprends. Vous savez ce qu'on dit, que c'est toujours la première qui est la plus difficile, etc. C'est pas obligé en même temps. Mais s'il n'y a pas de questions, S'il n'y a pas de questions, je peux vous lire un petit extrait du jeu des scies. Alors, c'est une très bonne idée. On va peut-être s'asseoir là pour le coup. Ah ben non, ils vont pas voir là-bas. Mais vous, asseyez-vous. Mais non, mais ça va, je tiens, je vais m'en sortir. Mais je me disais que sans pupitre, vous alliez peut-être avoir du... Ou alors je fais le pupitre. Non, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. J'ai passé pour un petit vieux. Mais par contre, j'ai un peu honte de vous avoir... Non. Ah, tout va bien, mais tout va bien, je suis en pleine forme. Je suis très sportif. Ah bon, bah, contrairement à moi. Tout va bien. Alors, je vous dis le début, tant qu'à faire. Le visage collé au hublot, j'admirais les montagnes qui s'étalaient autour du long ruban goudronné de la piste d'atterrissage. Les lignes blanches et les pointillés défilaient à toute vitesse, tels d'impeccables formulaires à découper. D'en bas, le ciel semblait bien plus gris, mais on pouvait encore deviner, à travers les nuages, la chaîne des Pyrénées et ses pics enneigés, aussi violettes en ce début de soirée qu'une tablette de chocolat Milka. S'appliquant à contredire les sombres prédictions climatiques qui envahissaient chaque jour les journaux, l'hiver n'en finissait pas. Une rafale de vent déstabilisa l'avion au moment de toucher le sol, me projetant contre un homme en costume cravate. Je m'excusais, il se contenta de hocher la tête. Fébrile, il consultait les nouvelles sur son téléphone portable sans attendre d'y être autorisé par l'hôtesse de l'air. Quelles informations cruciales avions-nous manqué durant l'heure de vol ? Un dernier virage, puis l'extinction du signal de sécurité lança les hostilités. Après le calme de la traversée, tous les voyageurs se bousculaient pour être les premiers dans l'allée. Gagné par ce mouvement d'impatience, mon voisin s'agitait et soufflait sur son siège, comme un adolescent. À sa droite, une dame l'empêchait de quitter la rangée. Il se leva pourtant et sa tête s'écrasa contre le plafonnier, tandis que la coupable rassemblait ses affaires, se plaquant sur le côté pour le laisser passer. Les yeux toujours rivés à l'écran, le costume 3 pièces se glissa dans la file sans un adieu. Devant moi, un enfant pleurait. De lourds sanglots étranglés secouaient ses épaules, mais personne n'y prêtait attention. À tour de rôle, les parents se reprochaient d'avoir oublié de réserver une chambre pour la nuit. Mesdames et messieurs, c'est le chef de cabine qui vous parle. J'ai le regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de débarquer. Le système d'accostage ne fonctionne pas et il semblerait qu'aucune autre passerelle ne soit disponible pour le moment. À ces mots, une vague de découragement se répandit sur les visages dégoulinants de sueur. Pour la forme, certains émirent de faibles protestations, puis la foule claustrophobique soupira à l'unisson, résignée. Le steward ne réitéra son annonce qu'après de longues minutes, déplorant n'avoir aucune information supplémentaire à communiquer. Malgré l'injonction répétée dans les haut-parleurs, personne ou presque n'imagina se rasseoir. Seul l'enfant, aux joues luisantes de larmes,
paraissait disposé à obéir. Recroquevillé sur son siège, il respirait par petites bouffées le foulard de sa mère, qu'il maintenait étalé contre sa figure, tandis que ses yeux humides fixaient un point dans le vide. Quand il leva ses longs cils mouillés vers moi, j'acquiesçais discrètement à ses efforts. Surpris, il abandonna le foulard parfumé et son visage s'ouvrit d'un seul coup. Son sourire dégageait une telle joie que je me dépêchais de l'enregistrer mentalement. J'ai un appareil photo dans la tête. Ses pupilles dilatées par les pleurs brillaient d'une complicité étonnée. « Tu les vois ?» semblait-il me dire. « Regarde-les, entassés comme des sardines à transpirer dans leur blouson. » J'aimerais être photographe pour de bon, songeais-je une fois de plus. Je ne collectionnerai pas ces milliers d'instantanés dans ma mémoire, déplorant qu'au fil du temps, la plupart soient devenus flous. Je les posséderais vraiment, intacts, inchangés. J'aurais une preuve, si seulement je n'avais pas si peur d'embarrasser les autres. Merci. Merci Isabelle, merci beaucoup. Merci pour vos questions, merci beaucoup, c'était super chouette. Et merci à tous pour votre merveilleuse écoute. Je ne sais pas comment vous êtes dehors, mais là vous êtes très beaux. Peut-être allez-vous pouvoir les voir de plus près, parce que je crois qu'il y a un instant de signature qui est prévu. Je ne sais pas à quel endroit précisément, au fond là-bas. Ah oui, voilà. Je vous attends là-bas. Et puis pour les autres, bonne fin de continuation, comme on dit dans les grands restaurants. Bonsoir à toutes et tous.